Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. Aujourd'hui une émission un peu particulière, une revue de presse certes, mais une revue de presse qui prend le temps de s'arrêter sur des lieux modestes, parfois discrets, souvent éloignés des grandes opérations urbaines, mais qui raconte avec précision comment se fabriquent les territoires à Taïwan. À travers plusieurs articles publiés récemment, on va circuler entre des distilleries, un manoir historique, des restaurants, des marchés, un projet architectural de petite échelle, ou encore un territoire agricole structuré autour du riz. Ce sont des situations très différentes, mais elles ont en commun d'être profondément ancrées dans leur contexte et de poser, chacune à leur manière, des questions très concrètes sur la transformation des lieux à Taïwan. On commence avec un premier article publié dans le magazine Taiwan Panorama que j'aime beaucoup, accessible en anglais. Le titre All Time Liquor Scores a Comeback, qu'on peut traduire par le retour des boutiques d'alcool traditionnelles. Alors l'article revient sur une évolution importante à Taïwan dans son histoire, le monopole d'État sur la production d'alcool, longtemps détenu par la Taiwan Tobacco and Liquor Corporation, et donc l'évolution de ce monopole-là. Donc avec l'ouverture du marché, de nombreux producteurs locaux ont émergé ou réémergé, ou en tout cas pu vendre leur alcool sans risquer d'être condamnés à quoi que ce soit. Et parmi eux, une distillerie que l'on peut trouver sur les îles Matsu. Elle repose notamment depuis longtemps sur trois piliers, la production de Gaoliang à Matsu, le vieillissement dans un tunnel, le tunnel 88, la disponibilité d'eau pure et des procédés de brassage et de distillation sophistiqués. C'est tout ça qui est mis en avant dans l'article, ainsi que la valeur de la production de la distillerie de Matsu, qui a connu une forte hausse ces dernières années grâce à une stratégie de marque qui a bien réussi. Et le directeur général de l'entreprise, qui est cité dans cet article, Jérémy Liu, explique que ça fonctionnait principalement comme un brasseur et une distillerie, mais que ça n'avait pas vraiment cherché pendant longtemps à développer une marque avant 2016 environ, et que depuis, il y a beaucoup d'efforts faits là-dessus et que ça permet à cette distillerie d'exister. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler d'une distillerie ? Eh bien parce que ça fait vivre un territoire comme les îles Matsu, qui sont relativement loin de Taïwan, près de la frontière chinoise, et de voir aussi qu'il y a du dynamisme et de l'activité qui peut être fait dans un territoire un petit peu niche, comme un archipel comme celui-ci. Eh bien, ça contribue à donner l'identité au lieu et à faire notamment vivre d'anciens patrimoines militaires, puisque Matsu est une île, c'est un archipel connu pour son lien avec l'armée, et notamment beaucoup de jeunes vont faire leur service militaire à Matsu, puisqu'il existe encore beaucoup d'infrastructures, mais il y a énormément aussi de reconversions de cafés qui se créent dans des anciens bunkers, ce genre de choses, des hôtels, et donc cette distillerie qui fonctionne sur cette île. Et donc, quelque part, ce que raconte cet article, c'est d'abord une histoire de continuité des productions qui reposent sur des savoir-faire familiaux, transmis sur plusieurs générations, des techniques de fermentation, des choix de matières premières, des méthodes de distillation, et tout ça dans une mémoire longue, mais en même temps une transformation des lieux de production autrefois fermés qui deviennent accessibles. Certains ouvrent leurs portes, organisent des visites et proposent des dégustations. Un déplacement qui est important. On pose la question du statut du lieu. Est-ce encore uniquement un site anciennement industriel ou militaire, ou est-ce que c'est déjà un lieu de patrimoine et de culture ? Question qui en pose une autre, comment transformer un outil de production sans en altérer la logique ? On reste dans Taiwan Panorama pour parler d'un article sur le manoir de la famille Ding à Lukang. Nous sommes donc ici dans le comté de Changhua, un ancien port très actif à l'époque de la dynastie Qing. Et le manoir donc, de cette famille appartenait à une famille de marchands qui a prospéré grâce au commerce maritime. On a ici un bâtiment qui est présenté, qui est remarquable par son organisation. Il ne s'agit pas d'une maison unique, mais d'un ensemble structuré autour de plusieurs cours intérieurs. Chaque espace a une fonction précise et surtout une position hiérarchique. Les espaces de réception, les espaces domestiques, les zones de service, tout est distribué selon des règles très codifiées. L'article décrit également des éléments décoratifs, des boiseries finement sculptées, des inscriptions calligraphiées ou encore des motifs symboliques. Des éléments qui ne sont pas simplement décoratifs, mais qui participent à la structuration sociale du lieu, à son organisation interne. Et donc ce manoir est restauré et ouvert au public. Une ouverture qui pose une question ainsi, comment faire visiter un lieu conçu pour une organisation familiale fermée, en tout cas intime. Comment rendre lisible une architecture dont le sens repose sur des usages qui ont complètement disparu ou qui se sont complètement transformés. L'article ne donne pas de réponse définitive, mais il met juste en avant
cette tension entre conservation et accessibilité. Troisième article publié cette fois dans Commonwealth Magazine. Ici, le sujet change complètement d'échelle, mais reste très concret. L'article s'intéresse à l'impact du guide Michelin sur certains établissements à Taïwan. Guide Michelin qu'on connaît, étant introduit sur le territoire, a modifié la visibilité de nombreux restaurants pour sa renommée. Certains établissements, parfois très modestes à l'origine, vont se retrouver parfois soudainement exposés à une clientèle beaucoup plus large, parfois internationale, qui n'allait pas dans ces lieux jusque-là. Une reconnaissance qui a des effets immédiats, augmentation de la fréquentation, file d'attente, nécessité d'adapter les espaces, oui, pour répondre à cette demande. Certains lieux doivent donc parfois s'agrandir, réorganiser leur cuisine, repenser leur accueil. Mais ce que souligne l'article, c'est que les transformations ne sont pas neutres. Elles peuvent modifier l'équilibre initial d'un lieu. Un restaurant reconnu pour sa simplicité doit parfois composer avec une demande accrue, des attentes différentes, une pression économique nouvelle et puis de nouvelles exigences qui n'existaient pas jusque-là. Ça pose une question très directe. Comment un lieu peut évoluer sans perdre ce qui faisait son authenticité, sa spécificité, c'est une vraie question. Et surtout, comment un dispositif de reconnaissance externe, ici le guide Michelin, vient agir concrètement sur l'espace, sur l'organisation et sur l'usage. Et on peut même poser la question, pour aller un petit peu plus loin, de quel droit ? Même si l'article s'intéresse quand même principalement à la culture du thé Baozhong, donc je vous invite à aller lire. Si vous tapez très simplement la page de cet article, vous verrez Michelin Tea Restaurant Hidden Spring of Taipei. Vous allez donc pouvoir découvrir un petit peu ce travail-là. Des champs de culture du thé qui se trouvent principalement dans les environs de Taipei, à quelques kilomètres à peine dans les montagnes, à partir du métro Nangrang, donc qui est dans une espèce d'hypercentre de Taipei, mais une certaine montagne sanctuarisée qui a gagné une place dans le guide Michelin 2025. Et donc, comment le guide Michelin et son intérêt peut aller conduire des racines, la production de thé qui a des racines centenaires presque, à devoir se transformer par rapport à une nouvelle demande et de nouvelles affluences. Autre article cette fois partagé sur le magazine City Government, qui est un magazine en ligne. On reste dans les lieux du quotidien, mais cette fois avec une focale sur un marché à Taoyuan notamment, donc les marchés sont... Mais sortons un petit peu de l'exemple et essayons de réfléchir à l'article. Là, on parle des marchés à Taïwan, qui sont des espaces très vivants, souvent denses, très fréquentés, des marchés de jour ou de nuit. Ils reposent sur des pratiques anciennes avec des modes d'occupation de l'espace parfois informels. Ces stands qui viennent s'installer dans la journée, le soir, qui sont parfois régis par des règles plus ou moins strictes. Mais l'article montre que ces lieux sont aussi soumis à des réglementations de plus en plus strictes. Règles d'hygiène, de sécurité, d'occupation, certaines pratiques qui sont désormais interdites ou limitées, par exemple l'extension des étals sur l'espace public ou certaines formes de vente. Voilà, il y a du détail là-dedans. Certaines règles visent à encadrer, à sécuriser, à moderniser, mais quelquefois elles entrent parfois en tension avec des usages déjà existants, une forme de patrimoine. L'article insiste sur un point, le respect des règles est nécessaire, mais doit composer avec la réalité des pratiques. On se retrouve face à une situation très concrète du quotidien. Comment faire évoluer un espace sans en compromettre le fonctionnement ? Comment maintenir l'activité tout en respectant des normes de plus en plus précises qui parfois ne sont pas compatibles avec le patrimoine, on va dire, culturel et immatériel. On passe sur un 5e article publié sur Ison's Place. Ici, on change encore d'échelle, on s'intéresse à un projet architectural précis au cœur des montagnes, mais passons. L'article décrit un bâtiment, une implantation dans un tissu existant et surtout son design, la manière dont le projet travaille les volumes, les ouvertures et les circulations. Alors, on se trouve exactement au village de Shibao, dans le comté de Shinju. Et donc, l'auteur, en tout cas, parle d'interview de Adao, un ancien qui est respecté dans ce village et qui présente certaines constructions, des espaces qui sont notamment construits, des abris qui sont construits en bambou, et explique des abris et même des caves qui sont construites avec bambou, donc creusées, des espèces de cavités qui sont creusées dans la roche et dans le sol et qui sont protégées par un abri généralement en bambou. Et l'article revient sur l'importance de ces constructions, on va dire informelles, peut-être un petit peu non réglementées, et ça pose la question de la relation entre l'intérieur et l'extérieur, qui est particulièrement importante. Un bâtiment qui ne s'impose pas par sa taille, mais par sa précision. Et donc je vous invite à aller voir par pure curiosité la construction de ce bâtiment un petit peu singulier, de cette construction
qui a une fonction pour les tribus autochtones et qui participe notamment à gérer les ressources en eau, la conservation des aliments et notamment la conservation des aliments de manière un petit peu ancestrale. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler de garder la nourriture dans le sol à l'époque où il y avait peut-être un petit peu de moins de modernité. Et puis enfin, dernier article dans Taiwan Panorama, Rice Processing Miracle, The Transformation of Xizang's Rice, un miracle du traitement du riz, la transformation du riz de Xizang. Nous sommes donc dans le comté de Taidong, à l'est de Taïwan. Le riz y est une production centrale depuis longtemps et l'article retrace cette histoire. Une production agricole qui est liée à des conditions naturelles spécifiques, des plaines, une irrigation maîtrisée, un climat favorable, mais une production qui ne s'est pas contentée de rester stable, elle a évolué. Modernisation des installations, amélioration des techniques, structuration de la filière. Le riz est aujourd'hui reconnu à l'échelle nationale, au moins dans cet arrondissement, et les sites de transformation sont accessibles, organisés pour accueillir aussi des visiteurs, pour mettre en avant ce terroir et ce savoir-faire. Et on y voit le traitement, le traitement du grain, le stockage, le conditionnement. Et ce que montre l'article, c'est que le riz ne structure pas seulement une économie locale, il structure aussi l'image d'un territoire. Il devient un élément d'identité et les lieux associés à cette production deviennent eux-mêmes des lieux à part entière. Voilà, à travers ces 6 articles, nous avons mis en avant plusieurs problématiques de manière assez claire. Transformation des lieux de production, ouverts au public, conservation et réinterprétation du patrimoine, impact d'une reconnaissance internationale sur des lieux existants, tension entre réglementation et pratiques quotidiennes, rôle de l'architecture à petite échelle et enfin importance d'une production agricole dans la structuration d'un territoire. Bref, il y a plein de choses à dire sur les villes taïwanaises. C'était La Ville en pratique, présentée par Clément Tricot. Moi je vous dis à bientôt.